Ok, alors on va commencer, hein. Donc première chose ici, bien mettre les Z-bias à 10, ici au-dessus, pour afficher correctement votre géométrie sur le mesh. Et alors pour avoir un feedback au niveau visuel du modèle qui est correct, vous poussez sur la touche 1. Parce que par défaut, c'est un shading qui est assez pâle. Donc c'est sur la touche 5. Et si vous poussez sur la touche 1, bien vous avez un shading qui est un petit peu plus facile à utiliser au niveau du feedback de la retopo. Alors, la fenêtre dont on a besoin pour travailler, c'est la fenêtre UV Preview. D'accord? Donc c'est cette fenêtre-ci. Je mets en bien grand. Et quand vous prenez l'outil d'UV, alors l'outil d'UV se trouve dans l'onglet Retopo, en dessous du menu UV. Regardez bien ici, il y a un autre menu Retopo, un autre menu UV à côté de Retopo. C'est pas celui-là qu'il faut utiliser. Si vous utilisez celui-là, vous allez faire les UV de votre objet sur lequel vous voulez peindre. D'accord? Donc c'est dans l'onglet Retopo qu'on va faire les UV de la Retopo. Pas vous tromper, hein. Quand vous prenez l'outil Marksim et que vous survolez votre objet, eh bien, dans l'UV Preview, il vous montre ce qu'il peut faire comme dépliage. D'accord? Alors, on va commencer par déplier la tige. Pour ça, je vais prendre l'outil Marksim et avec de simples clics, je vais faire des cuts sur les edges à la base de la tige. Ok. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous voyez que votre découpe vous montre qu'il a splitté deux portions de l'objet par un code couleur. Si vous avez coupé à un endroit et que vous voulez ressouder, c'est un contrôle-clic. Donc si vous êtes trompé et que vous avez coupé à côté ou que vous voulez ressouder une partie, c'est un contrôle-clic. Alors pour tout ce qui est tubulaire, comme ceci, il faut imaginer un rouleau de papier WC qu'on a envie de déplier. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le coupe sur un côté et puis on le déroule et on le déplie. C'est la même chose pour ce genre d'objet-ci. On va couper le dessus. Et donc là, je vais faire un clic simple pour couper, mais il y a un shift-clic qui me permet de faire des loops et qui me permet de couper tout le contour ici au-dessus. Et encore une fois, avec Shift, je vais couper une des parties du cylindre qui reste à découper, jusqu'en bas. Et là, vous décidez de l'endroit où vous placez la couture pour qu'elle soit cachée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je survole la zone que je viens de déplier, vous voyez qu'il me propose un dépliage qui est tout à fait correct. D'accord? Maintenant, regardez, mes UV, ils sont toujours tout pourris, hein. Donc, dans un premier temps, on fait le dépliage, il propose une manière de le faire et il vous montre une preview. Et quand vous voulez valider et appliquer les UV que vous venez de faire, vous cliquez sur Unwrap, ici en dessous, dans les commandes d'UV. Et une fois que vous appliquez ceci, eh bien, il déplie tout l'objet. Et donc là, on voit bien le dessus de la tige, la partie principale de la tige qui sont dépliées, et le reste, il y a encore du boulot. D'accord? Mais au moins là, la partie du V est déjà validée et appliquée. D'accord? Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est juste quelques clics et c'est vraiment facile, hein. Donc la question qui se pose maintenant, c'est où va-t-on placer les cimes et quels objectifs on doit poursuivre pour avoir des UV corrects.
Alors, les objectifs, c'est... La première chose, c'est d'éviter la distorsion. Donc vous voyez que quand les UV sont dépliés, on voit que les carrés, il y a un damier qui est assigné à l'objet, et on voit que le damier, ici, est régulier. Il n'y a pas de distorsion, donc c'est bien déplié. Par contre, ici, on voit qu'il y a encore plein de distorsions partout. Là-dessus, on ne va pas pouvoir travailler. D'accord? Donc ça, c'est une des premières choses à faire, c'est éviter les distorsions. Deuxième chose à faire, c'est éviter les tailles différentes de damier. Alors vous avez de la chance parce que quand on clique sur Unwrap, il le fait automatiquement pour vous. Donc il va faire en sorte que les îlots aient la bonne taille pour que les carrés sur chaque îlot aient la même taille. Ici on peut voir qu'il y a des endroits où il y a des carrés qui sont minuscules, il y a des gros carrés, etc. On ne saurait pas non plus faire une texture correcte là-dessus. La troisième chose, c'est planquer les coutures. Donc les coutures, on va les mettre à des endroits invisibles, on va les cacher. Par exemple, ici dans le creux entre la tige et le sommet du potiron. Par exemple aussi, ici pour l'intérieur des yeux, eh bien je vais les couper. Je vais les couper ici à l'intérieur de l'œil. Je peux même aller un petit peu plus loin. Donc CTRL et SHIFT permet de ressouder un loop aussi. Vous voyez, je ne vais pas mettre la couture juste au bord ici, je la mets un petit peu à l'intérieur. Comme ça, elle sera quasiment invisible. Et donc là, j'ai déplié les cavités. Et pour l'aider à déplier, à gagner encore un petit peu de distorsion, eh bien je vais rajouter encore une petite couture ici. Ou peut-être plutôt ici dans le coin. C'est encore mieux caché. Alors les coutures, on va aussi les mettre aux endroits logiques par rapport au changement de matière. Ça, on verra ça quand on fera le personnage. Il y a des endroits logiques entre les bottes et la jambe, entre la ceinture et le pantalon, où on peut aller cacher des coutures d'UV. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et en plus, on va essayer d'avoir le moins de couture possible. D'accord? Histoire d'avoir le moins de choses à avoir à camoufler quand on fait le texturing. Bon, maintenant, avec les outils qu'on a et les outils de projection 3D qu'on va utiliser, le problème se fait moins sentir qu'il y a une dizaine d'années, mais on va quand même essayer de faire le moins de couture possible pour qu'il y ait le moins de soucis potentiels. Donc là, je fais l'intérieur de la bouche et je fais aussi tout le tour à l'intérieur de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que vous allez avoir l'expérience d'avoir fait quelques fois des UV, béquets, des textures, etc., quand vous faites votre low poly, vous allez aussi penser à l'emplacement de vos coutures quand vous modélisez votre low poly. D'accord? Mais ça, évidemment, vous ne pouvez pas le savoir maintenant vu que c'est le premier que vous faites. Donc là, je viens de faire les deux yeux et l'intérieur de la bouche. Je clique sur Unwrap et voilà ce qu'il me propose. Ça veut dire que c'est pas fini. Hein. Une chose aussi qu'on va éviter, regardez ici. Vous voyez que pour le moment, la bouche ici, donc ça c'est le trou de la bouche, on a la lèvre supérieure et la lèvre inférieure qui se chevauchent. Ça s'appelle un overlap.
C'est-à-dire que ce sont des parties d'UV qui superposent d'autres parties d'UV. Ça, c'est impossible à texturer. Ok? Donc il faut aussi éviter que les îlots d'UV se superposent les uns les autres, ou que un îlot d'UV se chiffonne sur lui-même et qu'il y ait des portions de l'îlot qui se superposent d'autres portions du même îlot. D'accord? On verra comment éditer ça à la main par après lors de NWAP automatique où il fait des superpositions. Donc CTRL D quand vous avez quelque chose de sélectionné, CTRL D pour désélectionner un îlot que vous avez sélectionné malencontreusement. Alors la suite c'est de déplier le reste du potiron. Alors, si on regarde bien, le reste du potiron, pour le moment, c'est encore un peu sphérique. D'accord? Ici, ce que je propose, c'est que on coupe la base qu'on ne verra quasiment jamais, et on arrive finalement à un cylindre bombé. D'accord? Et donc, on va pouvoir couper un endroit dans le cylindre. Moi ici je vais profiter de la rainure entre deux segments du potiron. Et alors ici il va m'embêter avec la bouche, hein, puisqu'il y a un trou dans la bouche et vous voyez qu'il fait un gros overlap, donc je vais aussi aller couper dans le coin de la bouche et sur l'autre rainure du potiron. Et là il va me faire quelque chose de tout à fait bizarre. Et là, pour que ce soit moins bizarre, je vais faire la même chose de l'autre côté de la bouche. Voilà. Donc profitez ici du fait qu'il y ait des rainures avec finalement les endroits où on peut cacher des choses. Donc là, je vois qu'il va m'embêter au niveau de l'œil. Et ça, je vous montrerai comment le faire à la fin. Ok, donc cliquez chaque fois sur Unwrap. Et donc, quand vous avez... Oui, les solutions que je trouve ici, c'est propre à mon objet. Hein. Donc, vous, en fonction de votre low poly, vous allez trouver d'autres solutions. Je rappelle, le but, c'est d'avoir le moins de coupures possible, d'avoir les objets qu'on peut arranger dans un carré. Donc si vous avez un énorme objet tout long, bah, il faut le couper en deux aussi, parce que sinon vous n'allez pas savoir faire une texture carrée bien propre. Et alors, une fois que tout est plus ou moins gris, c'est bon. Parce que ici, le code couleur pour l'UV Preview, c'est quand c'est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de distorsion et que les carrés sont bien homogènes. Donc il y a la taille des carrés sur l'objet est homogène. Quand ça devient bleu, c'est qu'il y a de la distorsion. Quand ça devient rouge, ça veut dire qu'il y a un problème d'homogénéité au niveau des UV et de la taille des carrés. Alors regardez bien ici, c'est important. Là je vais mettre la fenêtre d'UV en plus grand pour que vous voyez bien la manipulation. Alors cette manipulation que je vais montrer, il faut le faire tout à la fin. Donc c'est quand vous avez fini de déplier tout le personnage que vous pouvez commencer à manipuler les UV à la main. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas fini et que vous devez encore faire un unwrap automatique, il va bousiller ce que vous avez fait comme travail à la main. Donc, vous avez le Marksim qui est l'outil Marksim, regardez bien ici, et vous allez dans les options au-dessus ici, sélectionner l'outil Brush, toujours dans Marksim. Et là, en fait, vous avez accès à une brush et au radius d'une brush. Ok?
Donc vous pouvez modifier le radius de la broche ici. Et alors, grâce à ça, eh bien, vous pouvez, regardez, manipuler et déformer vos UV. Ce qui est balèze, c'est qu'avec Shift, vous pouvez faire un relax. D'accord? Et donc, vous pouvez faire un grand relax en passant sur tout l'îlot d'UV. Et vous voyez que grâce à ça, je vais mettre un radius énorme. Grâce à ça, en fait, vous avez vraiment distordu, détendu, relaxé. Donc avec Shift, hein, vous relaxez les UV. Vous voyez que ça devient de plus en plus gris en fait. Quand vous faites des zooms et des manipulations dans votre UV Preview au stylet, parfois il y a des bugs avec vos UV qui commencent à s'étaler un peu partout. Donc quand vous êtes dans votre UV Preview, je vous conseille de le faire à la souris et après d'utiliser le stylet pour faire le relax. Ici on voit que ça devient bien gris ici au niveau du petit îlot. Dites, vous voyez rien en fait hein, avec la lumière. Ok, donc là on continue le travail à la main. Donc par exemple, on voit qu'il y a des overlaps qui sont dus au trou des yeux. Et là, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais venir bouger les contours des yeux. Ok, je vais venir éditer à la main cette partie-là. Et donc ici, je vais essayer aussi qu'il n'y ait pas de problème de couture d'UV. Donc je fais un trou assez grand pour ne pas qu'il y ait de... quand on réduit la taille de la texture, qu'il y ait de partie de texture qui déborde sur un autre côté. Donc là, je fais un beau trou ici. Hop. Et après, avec un radius plus grand, oui, ça c'est vraiment grand, avec un radius plus grand, et avec Shift, je viens d'étendre le maillage autour. Vous voyez qu'il ne bouge pas les bordures, donc je peux faire un beau relax autour. Alors vous voyez que c'est encore un petit peu rosé, que c'est encore un petit peu bleuté, et là, je vais aller inspecter autour de mon modèle et je vois que c'est tout à fait acceptable. D'accord? À part ce point-ci peut-être. Donc c'est ici. J'essaie de détendre un maximum à cet endroit-là. Alors, une fois que vous avez fait ça, il ne faut plus cliquer donc sur le Unwrap automatique. Vous avez fini l'édition de vos UV dans 3D Coat. Vous sauvez votre fichier. Et après, on va voir comment exporter ceci en OBJ et retourner dans Maya pour finaliser les UV. On va finaliser les UV dans Maya. Donc deux choses. La première chose, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, s'il y a un endroit où vous n'avez pas les edges qu'il vous faut pour placer vos UV, eh bien, vous pouvez encore éditer votre maillage avec GladSplit pour changer la topologie et continuer à faire les UV. Bon, ici, comme j'ai déjà fait des manips, je vais pas le montrer comme exemple, mais comme ça, vous êtes au courant. Par contre, un truc très important à faire, quand vous avez fini, avant de passer dans Maya, avant d'exporter en OBJ, vous allez dans Retopo, et vous avez un menu ici, Select Faces Picking Method, et là, vous pouvez sélectionner les triangles, les quads, ça on s'en fout un peu, c'est surtout les n-gones. C'est quoi un n-gone? En fait, c'est une face qui a plus de 4 côtés.
Et donc, pour pouvoir baker correctement dans Xnormal et pour avoir un objet valide, même dans Maya, etc. Enfin, dans Maya, il voudra bien l'importer, mais il vous montrera pas où sont les n-gons forcément. Enfin, c'est plus facile de le faire dans 3D Code. Donc, vous cliquez ici. Et là, il vous sélectionne les faces qui posent problème. Et donc, vous voyez ici, en jaune, qu'il y a 2 n-gons. Et donc, il y a 6 triangles qui sont influencés. Et quand je tourne autour de mon objet, en fait, il les a sélectionnés. Et vous voyez qu'il a sélectionné ici 2 n-gons. On en voit un ici, on en voit un autre ici. Et donc, encore une fois, je peux éditer la géométrie pour créer des quads ou des triangles à partir des n-gons que j'avais. Et après, je refais un retopo select n-gone. Et là maintenant, vous voyez qu'il n'y a rien en jaune ici en bas dans le menu. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de problème au niveau des faces. Donc les UV, c'est aussi un bon moyen de débugger votre maillage. S'il y a des trous dans votre maillage, des points qui ne sont pas soudés, ça apparaîtra aussi dans les UV. Alors, très important maintenant, on va exporter ça en OBJ. Regardez bien, ça se trouve ici dans le menu Retopo. Alors, comme on n'a qu'un seul objet, on va dans Retopo. Pas besoin de faire Export Selected ou Export Separated machin. Vous faites un export tout court. Et vous allez sauver ça dans votre dossier de travail, dans votre fichier Retopo. Et donc, c'est votre potiron aide Retopo. Alors, on va l'appeler Retopo celui-là pour pas confondre avec le lot justement. Et une fois que c'est fait, vous ouvrez Maya. Alors dans Maya, la première chose que l'on va faire, et ça je vous le montre parce que chez vous, vous allez devoir le faire à coup sûr. Peut-être que sur les machines de l'école, c'est déjà fait. Mais dans Windows, Settings, Préférences, Plugin Manager, on va avoir besoin du module d'export en OBJ. Donc vous allez ici, le module d'export en OBJ dans les plugins, et il faut cocher Loaded et Autoload. D'accord ? Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de problème d'import et d'export, surtout d'export, en OBJ. Et maintenant, vous pouvez aller dans File, Import, et vous allez browser, donc, là, vous avez enregistré votre retopo, donc c'est le low retopo. C'est le retopo tout court, voilà. Et donc vous avez un petit objet qui apparaît dans votre scène, tout facetté. C'est votre low poly. Alors quand vous le sélectionnez, vous voyez qu'il devient vert. C'est important de voir quand vous le sélectionnez. Et alors là, je vais vous montrer maintenant ce que vous allez devoir faire comme manip quand vous importez des OBJ. C'est des manips que vous allez devoir faire régulièrement, donc je vous propose aussi de créer les boutons dans votre shelf. Donc vous voyez que dans les shelves, vous avez déjà des shelves standards avec des outils standards et vous avez une shelf custom. D'accord ? La shelf custom, par défaut, elle est vide. D'accord ? Moi, je vous conseille de la remplir avec vos outils, les outils dont vous avez besoin le plus souvent. Quels sont les outils dont vous avez besoin quand vous importez un OBJ ? Vous mettez ici en modeling, dans l'onglet modeling ici, et vous avez un menu qui s'appelle Mesh Display. Et dans Mesh Display, vous avez un outil qui s'appelle Unlock Normals. Et vous cliquez avec CTRL et SHIFT dessus. Et vous voyez que maintenant, dans votre
Shelf Custom, vous avez le bouton Unlock normal. Ensuite, dans Mesh Display, vous avez un outil qui s'appelle Soften Edge. Avec CTRL et Shift, vous le mettez aussi dans votre shelf. Ensuite, dans Edit, Delete by Type, vous avez un History. Avec CTRL et Shift, vous le mettez dans votre shelf. Donc c'est Edit, Delete by Type, History. Si vous ne le mettez pas dans votre shelf, vous allez devoir aller chaque fois dans les menus. Donc autant le mettre dans votre shelf. 4 clics dans la shelf, ça va aller vite. Parce que le dernier qu'on va mettre, c'est le Freeze Transform. Avant de le mettre dans votre shelf, vous allez dans la petite boîte et vous veillez à ce que les 3 Transform, Translate, Rotate et Scale soient cochés. Pas besoin de cocher Joint, Orient. Et vous laissez donc Never et Preserve Normals. Après vous mettez Close, et une fois que vous avez ces paramètres-là, vous allez dans Modify, vous faites un CTRL-SHIFT-clic sur Freeze Transform pour la voir ici apparaître avec les bons paramètres. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre objet, vous cliquez sur Unlock Normal, et puis sur Soften Edge, et puis vous cliquez 2 fois sur F8 pour revenir en mode objet, vous cliquez sur Delete History et Freeze Transform. Et là vous êtes sûr que vous avez un objet propre et reseté et prêt pour le baking. Alors, un truc que je n'ai pas montré à l'autre classe, mais je vais vous le montrer à vous parce que c'est assez important. En réalité, même si vous avez modélisé avec des quads, votre objet est constitué de triangles. D'accord? Et le mode éditable poly, en fait, vous montre un objet qui est fait de quad, mais il y a des triangles invisibles. Maya a sa manière de créer ces edges invisibles. Quand vous exportez en OBJ, parfois, le mode OBJ va faire aussi des triangles, mais d'une autre manière que celle que Maya utilise. Donc pour forcer le modèle à être identique quand vous l'exportez en OBJ, je vous conseille de le trianguler. Et pour ça, vous avez un outil dans... où est-ce qu'il est? Mesh, Triangulate. Et vous pouvez le mettre aussi avec CTRL-SHIFT dans votre shelf. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez que maintenant, votre modèle est triangulé. Vous remettez en mode objet et vous faites un Delete History. Vous voyez que quand on fait un Delete History, eh bien, dans les inputs de votre channel box, vous voyez que ça supprime les inputs, donc les transformations que vous avez faites dessus. Donc maintenant, on a un mesh qui est prêt à être exporté. Donc on va le sélectionner et on va faire un file. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Il n'est pas prêt à être exporté vu qu'on n'a pas encore finalisé les UV. Donc d'abord, on va finaliser votre objet. Maintenant que vous avez votre objet, on va ouvrir dans Windows UV Editor. On a la fenêtre d'UV. Alors vous voyez que par défaut l'objet est blanc, ok, et que le fond de votre fenêtre d'UV est blanc aussi. C'est parce que par défaut il a exporté une texture blanche venant de 3D Coat, et donc pour avoir un meilleur feedback visuel, vous décochez simplement le Display Image ici, comme ça vous n'avez pas le fond blanc et vous voyez mieux vos UV. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai envie de sélectionner mes UV. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit et je mets en mode UV. Maintenant je vais éditer mes UV pour qu'ils prennent plus de place dans le carré. Donc j'ai envie chaque fois de sélectionner mes îlots. Alors pour sélectionner mes îlots, ce que je peux faire, c'est sélectionner un îlot et aller dans Select Shell. D'accord? Et chaque fois que je veux sélectionner un îlot, je dois faire cette manip-là. C'est un peu laborieux. Donc, je vais vous montrer une méthode pour directement sélectionner les îlots. Pour ça, vous allez dans Select et vous avez un Use Constraints. CTRL et Shift pour le mettre dans la petite shelf. Maintenant, vous avez le Use Constraint qui est ici, avec le point d'exclamation. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre, par exemple, dans la propagation, ici, de mettre Shell. Et maintenant, chaque fois que vous allez sélectionner
plusieurs trucs, vous faites tout l'îlot en même temps. Et donc c'est plus facile. Attention, si vous prenez un seul UV, il veut bien quand même faire un seul UV. Il faut chaque fois prendre une petite sélection pour pouvoir faire l'îlot. D'accord? Ce qui veut dire que quand, puisque c'est comme ça maintenant, vous pouvez sélectionner par exemple tous vos îlots, faire un scale, donc utiliser les manipulateurs ici pour faire un scale avec le clic du milieu. Là, ce que je vais faire, c'est d'abord placer la grosse portion à l'intérieur de mes UV pour qu'elles prennent toute la place. D'accord? Donc là, j'utilise les manipulateurs qu'il y a ici. Donc là, entre 0 et 1, hein, donc c'est entre le 0 ici et le 1, en U et en V, qu'on va caler ça. Donc là, je mets la grosse portion entre 0 et 1 pour qu'elle prenne le maximum d'espace. Et je scale tout en même temps, histoire de garder l'homogénéité des UV. Une fois que c'est fait, eh bien je bouche les trous avec le reste, en faisant aussi des rotations, etc. Si je m'aperçois que j'ai pas assez de place, ben je fais un petit scale down, etc. Ben voilà, là ça bouge déjà quasiment tout. Donc maintenant, je vais m'arranger pour avoir des UV un petit peu plus propres. Alors, à quoi est-ce qu'on va faire attention? Bien, on va faire attention à ce que les UV prennent un maximum d'espace dans la texture, d'accord, pour optimiser tout ça. Et on va faire attention aussi qu'il y ait assez d'espace entre les différents îlots d'UV pour ne pas que, vous allez voir qu'on va faire un padding autour de chaque îlot, c'est-à-dire qu'on va laisser dépasser la texture autour de chaque îlot pour ne pas qu'il y ait de couture qui s'affiche quand le mipmap du moteur est activé. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le moteur, c'est lui qui va gérer la taille de la texture qui est affichée sur votre personnage, par exemple, sur votre modèle. Par exemple, vous faites une texture en 1024 pour votre modèle, c'est la taille maximale de la texture. Ça veut dire que quand le modèle est affiché en gros plan, ce sera une 1024. D'accord? Par contre, quand le modèle va être affiché en petit, le moteur il va automatiquement réduire la taille de la texture à une 512 ou à une 256, etc. S'il n'y a pas de bordure, de padding autour de vos îlots, et qu'il réduit la 1024 en 512, ça veut dire que la bordure va être fusionner, on va dire, avec le fond. S'il est noir, vous allez avoir des bordures noires autour de vos coutures d'UV sur votre modèle à cause du bitmapping. Donc, on va toujours faire une petite bordure. Donc, il faut laisser de l'espace entre vos îlots pour pouvoir faire le bitmap. Et alors, il ne faut pas toucher non plus les bords des UV. Donc ça, c'est les deux contraintes qu'on va se fixer. Ne pas toucher les bordures, prendre le maximum d'espace tout en laissant assez de place pour le bitmapping et prendre le maximum de place dans la texture tout en gardant l'homogénéité des trucs. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi afficher un damier. Donc ici vous avez un damier qui vous permet de voir si vous gardez toujours la densité, etc. D'accord? Oui. Une question. Donc, non seulement l'orientation des carrés n'a pas d'importance à ce stade-ci, donc ça veut dire que si, là par exemple, il va regarder vers... Ça n'a aucune importance. On peut faire ça dans tous les sens. Sauf dans le cas où, quand tu veux manipuler ta texture dans Photoshop et que tu veux lui mettre un texte sur le front, là c'est mieux d'avoir des UV bien droits à cet endroit-là, bien alignés, mais ici tu peux faire freestyle. Idem au niveau des jointures entre deux îlots, on n'est pas obligé de faire en sorte que les damiers soient
soit joint correctement. Ici, on voit qu'il y a une couture dans les damiers, il n'y a pas de problème, hein. On ne doit pas s'amuser à faire en sorte que les damiers soient parfaits, etc. Ça, c'est la projection de la normal map et le baking qui va tout faire, en fait. D'accord, donc voilà un petit peu le topo. Voilà, donc ici j'essaye vraiment de profiter un maximum de l'espace qui m'est donné. Faire des microscales à gauche et à droite, ça c'est pas grave, il n'y aura pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire parfois quand on fait un personnage, c'est dire ah ben la tête, j'aimerais bien qu'elle prenne plus de place dans les UV pour que quand on fasse des gros plans, on voit quand il y a des gros plans dans le jeu, on voit bien tous les détails. Donc ça on peut faire aussi. Et donc ça c'est vraiment pour ceux qui aiment les puzzles etc. C'est un moment assez c'est un moment de détente. Faire les UV c'est un petit peu un moment de détente en fait. Faut le prendre comme un jeu en fait. Donc la suite, vous sélectionnez votre objet. Attention, être en mode objet, hein. Si vous êtes en mode sous-objet, c'est-à-dire vertex ou quoi que ce soit, ça va pas aller. Vous pouvez aussi enlever la propagation. Ok, comme ça, vous pouvez à nouveau sélectionner normalement vos trucs. Et vous allez dans File, Export Selection, petite boîte, hein. Comme ça, vous mettez en OBJ. Vous n'avez pas besoin des groupes, vous n'avez pas besoin des points aussi. Les groupes, oui, pas les point groups, pas les matériaux. Vous mettez on pour smoothing et on pour normal. Et vous sauvez ça, plus dans Retopo, mais dans Baking. Et là, vous avez votre préfixe avec underscore low.obj. Et donc, dans votre dossier maintenant de travail, vous avez deux objets, le high qu'on a exporté de ZBrush et le low qu'on vient de faire dans 3D Code en Retopo et finalisé dans Maya. D'accord? Et c'est ces deux objets-là qu'on va utiliser maintenant dans Xnormal. Attention, dans Retopo, vous avez toujours votre mid. D'accord? Moi, je vous conseille de prendre votre mid et de venir avec dans le baking aussi parce que on va voir qu'il peut y avoir certains problèmes de décalage entre le high et le mid et donc et le low et ça va générer des problèmes de baking, donc on va devoir débugger ça et on verra comment débugger ça. Donc maintenant on peut ouvrir Xnormal, donc Xnormal. L'interface est fraîche et moderne. Alors, dans High Definition, s'il y a déjà des données, vous cliquez sur Clear All Meshes. Dans Low Definition, pareil, vous cliquez sur Clear All Meshes. Donc c'est-à-dire que il y a d'autres personnes qui avaient travaillé avant, qui avaient enregistré des chemins, et là on a tout annulé. Alors, dans le menu High Definition, vous faites un clic droit sur la ligne de mesh, vous cliquez sur Add Mesh et vous allez chercher ce que vous venez d'enregistrer en High Poly. Donc c'est le High Poly. D'accord? Et donc vous avez le chemin vers votre High Poly. Ensuite, vous allez dans l'onglet Low Definition Meshes, vous faites un clic droit et vous insérez votre Low Poly.
facile. Ensuite, dans les Baking Options, première chose à faire, cliquez sur les trois petits points qu'il y a ici pour déterminer l'endroit où vous allez enregistrer vos maps, et alors bien spécifier aussi le format, TGA. Ceci est un préfixe, ça veut dire que à chaque fois qu'il va baker un type de map, il va ajouter underscore normal, underscore curvature, underscore occlusion. Donc là, vous nommez le préfixe et c'est lui qui va se charger du reste. D'accord? La taille des textures pour le premier baking, c'est du 1024 par 1024. On laisse tout par défaut. L'edge padding à 16, c'est bon. Ça veut dire, le padding, c'est le fameux contour autour de chaque îlot. Donc là, il va faire un padding de 16 autour de chaque îlot, c'est très bien. 32 par défaut, tout ça vous laissez par défaut. Le défaut bucket renderer, vous laissez aussi. L'anti-aliasing, si c'est à une fois, vous mettez à deux fois pour avoir déjà un truc de moyenne qualité, un baking de moyenne qualité. Et alors, dans les maps à rendre, on va commencer par baker des normal maps pour valider les settings de baking. On verra quels settings on va devoir changer pour que la map fonctionne. Donc vous ne cochez que normal map. Et dans les trois petits points qu'il y a à côté de normal map, vous accédez aux paramètres de la normal map. Et là, il faut que tangent space soit coché et que ce soit en Y+, ici au milieu. J'avais montré en Y- pour lors du premier cours pour montrer qu'il y avait moyen de changer l'orientation du channel, etc. Mais ici, pour aller dans Maya et que ce soit bon du premier coup, on va laisser en Y+. Ok? Une fois que c'est fait, vous décochez le file overwrite warning. Ça veut dire que quand il va demander, quand vous allez demander pour recalculer une map, il ne va pas vous demander à chaque fois est-ce que je dois vraiment réécrire la map. Et vous cliquez sur Generate Maps. Donc premier résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà au moins que le high poly et le low poly sont bien alignés. Si c'était pas aligné, on verrait des grosses zones vides, etc. Qui est-ce qui a des grosses zones vides dans son baking? Qu'est-ce qu'on peut observer au niveau de la normal map? On va le voir dans Photoshop. Donc on va ouvrir la normal map dans Photoshop. Et ici, on voit des espèces de portions, vous voyez ici, de mèches qui se bakent sur lui-même. Il y a moyen de régler ça seulement en réglant le mesh scale. C'est-à-dire que Xnormal, qu'est-ce qu'il aime bien? Il aime bien qu'on travaille dans son référentiel d'unité, de taille, etc. C'est-à-dire qu'il aime bien, par exemple, quand on prend un personnage qui mesure 1m80, donc 180 cm dans Maya, et qu'on l'importe dans Xnormal, et c'est le même référentiel de taille. Ici, on est parti d'une sphère dans ZBrush, donc on ne sait pas trop à quelle taille on a travaillé. On voit juste que dans Maya, eh bien, le bonhomme est tout petit. D'accord? La citrouille est tout petite, donc on va augmenter le mesh scale. Donc ici, comme j'ai déjà fait une fois, je sais qu'il faut aller à 3 au niveau du mesh scale. Donc le mesh scale du high definition, vous le mettez à 3. Le mesh scale du low definition, attention, il faut le mettre à 3 aussi. Si vous n'en mettez qu'un à 3, ça veut dire que vous allez avoir un gros modèle et un petit modèle et il y aura des problèmes d'offset. Et vous recliquez sur Generate Maps. Et là, on voit que les problèmes ont en grande partie disparu. D'accord? Donc je vais l'ouvrir dans Photoshop. Je vais sauver ça pour pouvoir faire la comparaison.
Donc là, j'ouvre à nouveau les normales. Je vais glisser la normale sur l'autre. Et là, on voit que rien qu'en changeant le mesh scale, eh bien, il y a toute une série de problèmes, d'overlap, on va dire, du modèle sur l'imam, qui ont disparu. D'accord? Donc, une bonne manière... En fait, ce qui se passe, hein, c'est que dans X normal, si vous trouvez le bon mesh scale, tous les autres paramètres par défaut, c'est-à-dire le lancer de rayon proche et distant, etc., vous laissez tout par défaut et ça marche. D'accord? Il faut juste trouver le bon mesh scale. Ici, on doit un peu tatillonner pour savoir quel bon mesh scale c'est. Bon, ici, je vous le dis parce que j'ai déjà fait une fois cette filière-là. Mais quand on va travailler avec un personnage d'un 1m60, 1m80 et qu'on va aller dans X normal, ben on va trouver aussi un scale et tout va aller très bien avec les paramètres par défaut. Oui. Donc si le scale est trop grand, ça va foirer aussi. Ouais. Trouver la bonne taille, c'est important. Comme on est tous partis d'une sphère, normalement avec 3, on doit avoir tous un résultat décent. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'afficher, non, c'est de calculer la map haute qualité, maintenant que les paramètres sont bons. Donc là, on peut mettre en 2048, sur 2048, et en 4 fois. Et là, vous allez voir que ça prend un petit peu plus de temps en fonction des performances de votre machine. C'est pour ça qu'on calcule des petites images de test en 1024 et puis qu'on bake la finale en 2048 en 4 fois. Alors, une fois que c'est baké, eh bien, vous allez dans les baking options, vous décochez normal map, vous cochez ambient occlusion, vous laissez les paramètres par défaut, et vous cochez plus bas ici curvature, et dans curvature, on va mettre ici en monochrome, et vous laissez le reste par défaut. Et vous cliquez sur... Vous décochez normal map hein, pour ne pas rebéquer encore une fois la normal map. Et vous cliquez sur Generate Map. Oui. Là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et si ça ne rame pas trop, ça va nous permettre de revenir ici dans Maya pour afficher la normal map. Pour la démo ici, je vois que ça prend un temps fou. Donc je vais faire stop. Pour qu'il arrête de calculer ici. D'accord? Je vais faire close. Et je vais remettre en 2 fois pour qu'il puisse calculer les maps correctement pour la fin du cours. Sinon, on est parti pour des heures de calcul. Et déjà, même en 2 fois, ça va prendre du temps. Ça ira un petit peu plus vite quand même. Alors, pendant qu'il calcule, s'il vous plaît, pendant qu'il calcule, on va afficher la normal map dans la fenêtre ici. Donc, on n'a plus besoin de l'UV Editor pour le moment. On n'a plus besoin de la contrainte de sélection. Alors ça rame un peu hein, puisqu'il est en train de calculer et ça utilise pas mal de ressources. On va afficher ici Windows Rendering Editor Hypershade. Encore une fois, CTRL SHIFT pour le mettre dans la shelf. Comme ça, je peux appeler l'Hypershade directement ici. Bon, ça rame vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'Hypershade? On va commencer par faire un nouveau shader Blin. Donc là, je suis obligé de montrer ça en plus grand. Voilà. Alors ici, je clique sur Blin. Donc dans Maya, ici, vous avez le Blin. Et donc je viens de créer un nouveau shader que je vais appeler par le nom de mon mesh. Donc c'est Pumpkin Head. Et là je mets underscore SHD pour dire que c'est un shader. Et comme ça, je peux l'identifier correctement ici.
quand j'ai mon Blinn qui est sélectionné, je vais cliquer sur les deux petites flèches qu'il y a ici au-dessus du workspace pour afficher donc dans le workspace le graphe de mon shader. Et ce que je vais faire aussi, c'est aller chercher dans Baking, je vais chercher la normal map en TGA et je viens la glisser dans le workspace du shader. D'accord? Donc j'ai maintenant ici ma normal map. Et la normal map, je vais la disposer ici sur le côté et venir connecter le out color de la normal map sur la normale caméra du shader. D'accord? Donc le out color de normalmap.tga vient se plugger dans normal caméra de mon pumpkinhead underscore shader. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, bien, je vais sélectionner mon objet, faire un clic droit sur le shader, Assign Material to Selection, et pour afficher la normal map dans le viewport, regardez bien, il faut se mettre en renderer high quality, et il faut aussi afficher les textures, et pour afficher les textures, c'est le numpad 6 qui correspond à cette icône ici au-dessus. Maintenant, on regarde dans la viewport et on voit que on a notre objet qui ressemble finalement au high poly qu'on a créé dans ZBrush. Il y a encore quelques bugs de baking au niveau de la normal map et je vais vous montrer comment corriger ça soit dans Photoshop soit dans Xnormal. Alors, je vous montre, donc voilà le résultat ici au niveau de la curvature. Bon, on voit qu'il y a encore des trous, on va voir comment retoucher ça dans Photoshop par après. Alors, j'ai entendu Nico demander à la cage comment ça fonctionne. J'ai vu aussi qu'il y en a qui essayaient dans Maya pour baker avec la cage, etc. Il y a moyen de baker avec une cage dans Xnormal et il y a moyen de corriger le baking de plusieurs manières. Mais je vais vous montrer comment, comme on a encore un peu de temps, il reste une demi-heure, je vais montrer comment utiliser des bloqueurs pour permettre un baking plus propre dans des cavités, comme la bouche, les yeux, etc. Et comment utiliser une cage aussi pour cleaner la normal map sans devoir faire de retouches à la main dans Photoshop. Alors, première chose, la cage. Vous avez votre low poly. Ici, je vais afficher le... Pas ça. Je vais afficher l'outliner. D'accord? Donc là, j'ai mon modèle. Je vais le nommer correctement. Donc lui, c'est le modèle, donc M underscore potiron head. Ça, c'est mon modèle low poly. Hein. Alors, pour pouvoir faire en sorte que la cage soit correcte, vous faites un import dans Maya de votre mid. Si vous importez votre high, à 1 million, Maya va tenir le coup, mais si vous obtenez des high poly, vous commencez à monter à 5, 10 millions, 30 millions, en fonction de votre PC, ça va commencer à mettre le Maya sur les genoux, donc importez votre mid qui est proche de votre high poly au niveau de la forme. Donc ça, c'est votre mid. Et en fait, vous allez dupliquer votre low, CTRL D. Ici, vous appelez ça cage underscore potiron head. Très important,
On a triangulé avant d'exporter en OBJ le low poly. On a triangulé avant de faire la cage. Pourquoi je dis ça? Parce que pour X normal, il faut que le low poly et la cage aient exactement la même topologie. Ça veut dire qu'il faut exactement les mêmes edges dans le même sens. Si on garde un low en quad et qu'on fait un push dessus, Maya va automatiquement adapter la triangulation du quad en fonction de la topologie et il peut flipper certains triangles. Donc toujours bien trianguler avant de faire le push. Le push c'est quoi? C'est Edit Mesh. Non, où est-ce qu'il est? Ah oui, non, le push c'est dans Max. Donc ici en fait vous allez vous mettre en face, donc en sélection de face. Vous sélectionnez tout votre objet et vous allez faire un move et vous double-cliquez ici sur l'outil move pour faire une orientation au niveau des normales. D'accord? Ce qui fait que maintenant, où est-ce qu'il y a le trépied? Où est-ce qu'il y a le trépied? Bon, il y a le trépied qui est disparu. C'est magnifique. Autant pour moi, c'est pas au niveau des faces. Donc là, vous cliquez sur F9. 9 mois, mais ça me pose mon enregistrement. Donc, je suis obligé de faire un clic droit vertex. Évidemment, il fait ça sur tous les objets. Donc, je suis obligé de cacher ces objets-là. Donc, sur la cage, clic droit vertex. Vous sélectionnez tous les vertex et vous mettez donc en mode normal. Et là, vous voyez que vous avez le V, le U et le N. Et là, donc, vous affichez votre modèle et vous bougez les normales sur le N. Et là, vous devez englober votre modèle mid-poly. Alors, ici, je vais englober le plus gros à la main, sur tout. Et ensuite, quand il y a des petits pépins plus locaux, eh bien, je vais sélectionner certains vertex seulement pour le bouger le long de la normale. Et vous pouvez éditer votre cage à la main pour que ce soit vraiment... Bon, attention, il ne faut pas faire trop de distorsion, sinon votre normale va être vraiment bizarre. Hein. D'accord? Donc il faut faire ça vraiment avec parcimonie. Hop. D'accord? Et là, vous englobez avec votre cage tout votre modèle. Alors vous pouvez aussi par exemple ouvrir votre Hypershade, créer un nouveau Blin. Le Blin, vous augmentez la transparence et vous changez la couleur. Alors par défaut les cages dans Maya c'est en rouge et vous pouvez assigner ça à votre cage. Comme ça, vous pouvez aussi voir en transparence le modèle. Et regardez ici, grâce à la transparence, on peut débugger un petit peu mieux ce qui passe encore au travers du modèle. Pour ça aussi, je vous conseille de mettre votre low poly dans un autre layer pour ne voir que le high poly. Et donc là, on peut éditer et vous pouvez même bouger les points à la main. Et donc là, on les fait bouger le long de la normale.
Donc, une fois que c'est fait, vous mettez en mode objet et vous faites un export selection. Et dans votre baking, maintenant, c'est potiron head underscore cage. D'accord? Et dans X normal, vous allez insérer la cage au niveau du low poly. Donc sur votre low poly, vous faites un clic droit, browse external cage file, et vous mettez la cage. Ensuite, ici je vais mettre un autre suffixe pour Pumpkinhead. Je vais mettre 2. Comme ça, on pourra comparer les deux. Et je bake la normal map. Et pas la curvature ni le reste. Le reste, de toute façon, la cage, non. Ça ne tient pas compte de la cage normalement. D'accord? Donc vous générez la map. Donc là maintenant, on va comparer les maps dans Photoshop. Donc je vais ouvrir les deux normales. Je les fais passer l'une sur l'autre. Là, on voit que avec la cage, eh bien, on a réglé toute une série de petits problèmes qui regardez ici, il y avait des petits morceaux de baking qui venaient à droite et à gauche, mais vous voyez que le fait d'avoir fait un push, ben, ça distord un peu les objets aussi. D'accord, regardez ici au niveau des yeux, on voit que ça a clairement incliné les trucs, mais que ça a fait bouger un petit peu tous les bidules. Évidemment, quand on va assigner ça dans Maya, on verra que ça aura l'air beaucoup plus propre aussi. Donc la cage, je la mets dans un nouveau layer. Le mid poly, je cache, ça c'est mon low poly. Et donc là, je vais aller assigner la nouvelle normal map. Donc je mets la 2. Et on voit que ça a corrigé certaines choses tout en bougeant légèrement les points, mais c'est quand même plus propre. Donc attention à utiliser quand même avec parcimonie pour ne pas trop péter votre mèche. Donc question, est-ce que la cage corrige la curvature? Je vais décocher normal map. Je vais cocher à nouveau la curvature, toujours avec les mêmes paramètres. Alors je vais en calculer une petite pour pas que ça dure trop longtemps, avec un anti-aliasing pourri. Et là on va voir le résultat assez rapidement, parce qu'il va commencer, je crois, par ici en dessous, là où il y avait justement des trous dans le visage, et on voit que les trous sont toujours là. Donc la cage n'influence pas le baking de la curvature. D'accord? Donc la curvature, il faut quand même la retoucher à la main. Et là-haut, c'est pareil. Donc c'est ce qu'on va faire dans Photoshop. Donc la normale maintenant, elle est bonne. On va aller chercher la curvature et l'occlusion.